Prologue. Alors que vous ouvrez ce livre, j'aimerais vous demander de faire une évaluation de votre vie. Et plus spécialement, j'aimerais que vous vous demandiez si vous êtes heureux. Votre définition du bonheur, bien sûr, dépend de chacun d'entre vous. Mais existe-t-il en votre cœur un sentiment de paix? Éprouvez-vous un sentiment de sécurité à propos de votre futur et de l'élan le matin au réveil? Il me semble pouvoir sans grand risque déclarer qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seront capables de répondre un oui franc à ces questions. La plupart sont sûrement dans l'incapacité d'affirmer que leur vie est belle et bien constituée de tout ce qu'ils ont souhaité qu'elle soit. Qu'est-ce donc qui provoque en nous tant de souffrance? Que se passe-t-il dans le monde qui empêche tant de gens d'être tout simplement heureux? Nous sommes, à mon avis, en train de vivre une époque très chaotique. On décrit le chaos comme un état de confusion spécifique à la matière non organisée qui préexistait à la création du cosmos. Ne serait-ce qu'en suivant le cours normal de nos vies, nous nous sentons en permanence pleins de lassitude, pour ne pas dire épuisés. Nous sommes bombardés d'informations par les journaux et la télévision, et devons au travail faire face aux sempiternels tracas et malentendus. Les sources de nos problèmes apparaissent innombrables et accablantes. Cela semble être fait de l'existence, quel que soit le point du globe sur lequel notre vie se déroule. Cette minuscule planète qui est la nôtre croule sous les conflits économiques, les discordes domestiques, les préjugés ethniques, les détresses de l'environnement, les guerres religieuses et tous les autres problèmes inimaginables. Et toutes les mauvaises nouvelles à propos des gens qui souffrent, des gens profitant de la souffrance des autres, des gens qui s'enrichissent et de ceux qui s'appauvrissent, des opprimés et des oppresseurs, nous atteignent en moins d'une seconde depuis l'autre bord de la planète. Qui, pourrions-nous nous demander, qui donc est responsable de toute cette souffrance? Le monde devient de jour en jour une place pour vivre de plus en plus divisé, de plus en plus désuni et compliqué. Nous nous trouvons déjà plongés jusqu'au cou dans ce chaos. Et cependant, les troubles mondiaux semblent continuer à s'intensifier. Nous possédons tous une chose en commun. Nous cherchons une issue à cet état de choses. Chacun se débat pour trouver une réponse. Et la réponse est si simple et si efficace qu'elle nous a jusqu'ici échappé. Quelle est donc la cause de tout ce chaos? Qu'y a-t-il au cœur de tous nos problèmes? Quoi qu'il en soit, le monde se retrouve entraîné hors de l'harmonie et vers toujours plus de discorde. C'est un phénomène peut-être inévitable, bien que nous appartenions tous à la même espèce, en vivant dans des régions différentes et sous des couleurs de peau différentes, nos façons de penser semblent destinées à être différentes. Et pour compliquer encore davantage, de nombreux individus ont beaucoup de mal à accepter que les choses soient différentes de ce qui se passe autour d'eux. Il en résulte un défilé ininterrompu de problèmes et de souffrances. Il semblerait que, tant que les gens seront les gens, toute solution envisageable s'avérera tourner court. Et de nouveau, nous voici à la case départ. Se pourrait-il qu'existe une solution unique, applicable à tous sur la planète, une solution qui convaincrait tout le monde et qui serait si simple qu'elle en deviendrait accessible à tous? J'ai en fait trouvé la réponse, et la voici. Le corps humain est en moyenne constitué à 70% d'eau. À l'état de fœtus, nous démarrons la vie en étant constitués à 99% d'eau. À la naissance, nous sommes pour 90% de l'eau, et arrivé à l'âge adulte, le pourcentage a baissé à 70%. Si notre vieillesse se prolonge, nous serons probablement tombés à 50%. En d'autres termes, tout au long de notre vie, notre condition d'existence est essentiellement l'eau. Du point de vue physique, les humains sont de l'eau. Lorsque je réalisais cela et commençais à contempler le monde à partir de cette nouvelle perspective, je me mis à voir les choses de toute autre façon. En premier lieu, je réalisais que cette connexion avec l'eau s'applique à toute la population.
Ce dont je parle s'applique à chacun, tout autour du globe. J'ai l'impression que je commence aussi à distinguer de quelle manière les gens devraient mener leur vie. Donc, de quelle manière les gens peuvent vivre heureux et en bonne santé. La réponse est de purifier l'eau qui constitue 70% de votre corps. L'eau d'une rivière reste pure parce qu'elle est en mouvement. Dès que l'on retient l'eau, elle meurt. C'est pourquoi l'eau doit couler de façon perpétuelle. L'eau, ou le sang, dans le corps des malades est généralement stagnante. Dès que le sang arrête de circuler, le corps commence à se détériorer. Et si le sang du cerveau s'arrête, la vie est menacée. Mais pourquoi le sang devient-il stagnant ? Nous pouvons considérer cette condition comme une stagnation des émotions. Les chercheurs actuels ont démontré l'impact direct de la condition de l'esprit sur la condition du corps. Lorsque vous vivez une vie pleine et joyeuse, physiquement, vous vous sentez en meilleure forme. Et lorsque votre vie n'est que lutte et tristesse, votre corps s'en ressent. Aussi, lorsque vos émotions circulent à travers votre corps, vous éprouvez un sentiment de joie et vous vous dirigez vers la reconquête de votre santé physique. Mouvement, changement, circulation, c'est cela que signifie vivre. Si nous prenons en considération le fait qu'avant de devenir des humains, nous existions sous forme aquatique, nous approchons de la découverte de la réponse à la question fondamentale « Qu'est-ce qu'un être humain ?» Si notre compréhension de l'eau s'éclaircit, nous serons plus à même de comprendre le corps humain et même de lever le mystère du pourquoi de notre naissance et de notre existence telle que nous la concevons actuellement. Alors au juste, qu'est-ce que l'eau ? Votre première réponse pourrait être que l'eau est une force vitale. Si nous perdons 50% de l'eau qui est à l'intérieur de notre corps, nous ne pouvons plus nous maintenir en vie. L'eau, transportée par le sang et les liquides corporels, est le moyen qui permet aux aliments qui nous nourrissent de circuler à travers tout notre corps. Ce transport de l'énergie ressemble à un wagon de marchandises qui se déplacerait dans notre corps. Si le corps est encrassé et sale, la cargaison du wagon, elle aussi, se dégradera. C'est pourquoi il est indispensable que l'eau demeure toujours propre. Actuellement, davantage que par le passé, la communauté médicale s'est mise à considérer l'eau comme un véhicule pour l'énergie et on l'utilise même dans les traitements pour combattre la maladie. L'homéopathie est un des domaines où la valeur de l'eau est reconnue. L'homéopathie trouve son origine en Allemagne dans la première moitié du XIXe siècle avec l'œuvre de Samuel Hahnemann, mais ses racines remontent au père de la médecine, Hippocrate, qui prescrivit de nombreux traitements analogues à ceux de l'homéopathie. En un mot, ces pionniers de la médecine enseignèrent de traiter telle chose par son pareil, de combattre le poison par le poison. Par exemple, dans un cas d'empoisonnement par du plomb, les symptômes pourront être atténués en buvant de l'eau contenant la quantité la plus infime de plomb, quantité allant de 1 part pour 10 puissance 12 à 1 part pour 10 puissance 400. À ce niveau, en vue d'une utilisation à des fins pratiques, la substance ne persiste plus dans l'eau. Par contre, il reste les caractéristiques de la substance. Et c'est en cela que consiste le remède contre l'intoxication au plomb. La proposition de l'homéopathie est plus élevée la dilution, plus grande l'efficacité. Donc, par déduction logique, plus il y a de poison dans le corps, plus élevé devrait être le degré de dilution. Voici une autre manière d'exprimer la même notion. Au lieu d'employer l'effet de la substance pour se débarrasser des symptômes du poison, c'est l'information reproduite dans l'eau qui est utilisée pour annuler l'information des symptômes. Ainsi, l'eau a la capacité de reproduire et de mémoriser l'information. Nous pouvons dire également que l'eau des océans contient les mémoires de toutes les créatures qui vivent en leur sein. Les glaciers de la Terre doivent certainement retenir des pans de l'histoire de la planète couvrant des millions d'années. L'eau circule tout autour du globe, s'écoulant d'une part à travers nos corps et se répartissant de l'autre à travers le monde.
Si nous appartenait la capacité de déchiffrer les informations contenues dans la mémoire de l'eau, nous nous retrouverions en train de lire une histoire aux proportions épiques. Approcher de la compréhension de l'eau, c'est approcher de celle du cosmos lui-même et de celle de toutes les merveilles de la nature et de la vie en elle-même. J'ai étudié l'eau des années durant, en réalisant que l'eau possède la capacité de reproduire des informations. Ma vie a changé. J'ai fait cette découverte en Amérique, puis je l'ai rapportée avec moi à mon retour au Japon, et depuis, j'ai utilisé cette fonction que possède l'eau de reproduire les informations pour aider les gens à recouvrir la santé. À ce moment-là, pourtant, il était hors de question pour les médecins d'évoquer même l'éventualité que l'eau ait en elle-même la moindre aptitude à soigner. J'étais, et je reste pleinement convaincue, que l'eau est capable de mémoriser et de transporter des informations. Mais ma suggestion n'a rencontré alors qu'un rejet total de la part de la communauté médicale. En 1988, le scientifique français Jacques Benveniste entreprit une expérimentation pour évaluer les principes de base de l'homéopathie. Il dilua un médicament dans l'eau au point que ce dernier ne puisse plus du tout être détectable par les moyens cliniques, pour découvrir ensuite que cette dilution possédait le même effet sur les patients que le médicament non dilué. L'année suivante, il soumit ses résultats au journal scientifique britannique Nature, qui finit par les publier, accompagné d'un commentaire précisant que les résultats de cette expérience étaient douteux et sans la moindre preuve physique. Depuis lors, et aujourd'hui encore, l'hypothèse de M. Benveniste est restée enterrée, parfaitement oubliée. De toute façon, quand il arrive que quelqu'un brandisse une recherche et des expériences qui font dresser l'oreille à la communauté scientifique, la réaction, à un degré ou à un autre, est généralement identique. Je me suis longtemps demandé s'il n'était pas possible de trouver une évidence matérielle de la capacité de l'eau à mémoriser des données. Se pourrait-il qu'il existe quelques moyens de visualiser cela avec l'œil physique ? Lorsque votre cœur est ouvert aux probabilités, vous vous mettez à remarquer des petits détails qui peuvent mener à des découvertes gigantesques. Et un jour, en ouvrant par hasard un livre, ces mots me sautèrent au visage. Il n'y a pas 2 flocons de neige qui soient absolument les mêmes. J'avais bien entendu déjà appris cela à l'école primaire. Les figures de tous les flocons de neige tombés sur Terre depuis des millions et des millions d'années avaient toutes été différentes. Cette fois pourtant, je lus cette phrase comme si sa signification était entièrement nouvelle, parce que mon cœur était ouvert et réceptif au message qu'elle portait. L'instant d'après surgissait cette pensée. Si je fais geler de l'eau et que j'observe ces cristaux, l'apparence de chacun d'entre eux sera absolument unique. Et cet instant marqua mon premier pas dans une aventure qui me mena dans un monde nouveau et inexploré. J'élaborais le projet de faire geler de l'eau et de prendre des photos des cristaux d'eau gelée. Il n'est pas dans ma nature de laisser croupir une idée fraîchement éclose. Je demandais sur le champ à un jeune chercheur de mon entourage de démarrer avec moi les essais, mais c'était un domaine auquel personne ne connaissait absolument rien. Il n'existait aucune garantie que nos efforts soient payés en retour. Fait plutôt étrange, je n'en eus jamais le moindre doute. Je savais avec certitude que mon hypothèse était juste et que les expériences se passeraient bien. Je le savais, c'est tout. Je souffre d'habitude d'un sérieux manque de persévérance, mais cette fois, je refusais de laisser tomber. En tout premier lieu, je louai un microscope de la plus haute précision et me mis à observer de l'eau congelée venant d'un réfrigérateur de cuisine. Malheureusement, les prises de vue se passant à température ambiante, la surface gelée fondait sans tarder. Il nous fallut un long moment avant de devenir capable d'obtenir la moindre photo de cristaux d'eau gelée. Chaque jour, tard dans la soirée, je prenais le jeune chercheur à souper et tentais de lui redonner du courage. Je lui expliquais que tout ce que j'attendais de lui était qu'il fasse de son mieux. Au bout de 2 mois d'essai, nous avons fini par réussir notre première photographie. L'eau nous offrit la photo d'un magnifique cristal hexagonal.
je fus envahi d'émotion lorsque le chercheur vint m'annoncer la nouvelle. Actuellement, j'ai fait construire une chambre réfrigérée spacieuse et de plein pied dans laquelle la température est maintenue à -5 degrés pour les expériences. Mais le point de départ fut cette première photo. Et considérant la méthode que nous utilisions à cette époque, compte tenu de ce que je connais aujourd'hui, le fait que nous ayons été capables de sortir cette première photographie releva alors tout simplement du miracle. Ce que vous savez possible du fond du cœur est réellement possible. Nous le rendons possible par notre volonté. Ce que nous concevons dans notre esprit devient notre monde. Ce n'est qu'une des innombrables choses que l'homme a enseignées. Les photos des cristaux d'eau gelée que je commençais à prendre s'avérèrent extrêmement éloquentes comme moyen d'expression de notre monde. Avec elles, je découvris une profonde philosophie. L'apparition des cristaux émerge seulement l'espace de 20 ou 30 secondes avant que l'élévation de la température ne fasse fondre le gel. Ainsi, les vérités cosmiques prennent forme et se rendent visibles, quand c'est le cas, le temps d'un instant fugace. Cette fenêtre de temps éphémère nous offre une brève plongée en un monde que l'on peut en effet qualifier de magique. Laissez-moi à présent vous expliquer le procédé que j'emploie pour prendre ces photos de cristaux. Je prends 50 échantillons d'eau que je mets dans 50 différentes boîtes de pétri. Les premières années, j'en utilisais 100. Puis, je place les boîtes dans le congélateur à -20 degrés pendant 3 heures. Le résultat est qu'il se forme à l'intérieur des boîtes de pétri des gouttelettes de glace à la surface d'une épaisseur d'1 millimètre environ. Le cristal apparaît lorsque vous projetez un éclairage qui fait briller la couronne de la goutte d'eau glacée. Évidemment, le résultat ne donne jamais 50 cristaux semblables, et parfois il n'y a aucune formation de cristaux. En photographiant la formation des cristaux, nous nous sommes rendus compte que des eaux différentes donnaient des cristaux différents. Certains d'entre eux étaient visiblement similaires, d'autres étaient déformés, et pour certains échantillons d'eau, aucun cristal ne se formait. Au début, j'observais les cristaux d'eau du robinet de localisations diverses. L'eau de Tokyo était un véritable désastre. Aucun cristal complet ne se formait. L'eau du robinet contient des doses de chlore qui servent à l'assainir et qui détruisent complètement la structure que présente l'eau naturelle. Tandis qu'avec l'eau naturelle, quel que soit son lieu d'origine, source naturelle, rivière souterraine, glacier, accès supérieur des rivières, des cristaux complets se forment. Mes efforts pour photographier ces cristaux de glace et pour suivre les recherches commençaient à faire évoluer la situation. Ainsi, un jour, mon jeune chercheur, qui s'investissait dans le projet autant que moi, laissa échapper une suggestion complètement hors du sujet. Et si on regardait ce qui se passe en mettant de la musique un certain temps à côté de l'eau ? Je savais qu'il était probable que les vibrations de la musique aient un quelconque effet sur l'eau. Moi-même, j'étais un passionné de musique, au point d'avoir même nourri l'espoir de devenir un musicien professionnel lorsque j'étais enfant. Et il va sans dire que la proposition de cette expérience hors champ reçut toute ma faveur. Au départ, nous n'avions aucune idée du genre de musique que nous allions utiliser, ni sous quelles conditions nous mènerions l'expérience. Puis à la suite de vicissitudes et d'erreurs innombrables, nous avons atteint la conclusion que la meilleure méthode était sans doute la plus simple. Placer une bouteille d'eau sur une table entre deux enceintes et la laisser exposer au même volume que celui qu'on choisit pour écouter normalement de la musique. Nous avions également décidé qu'il fallait prendre la même eau que celle que nous avions utilisée dans les expériences précédentes. Nous fîmes nos premiers essais avec de l'eau distillée de pharmacie. Nous fûmes sidérés par les résultats. La symphonie pastorale de Beethoven, avec ses tonalités éclatantes et limpides, donna de magnifiques cristaux parfaitement formés. La symphonie numéro 40 en sol mineur de Mozart, une ode pleine de grâce à la beauté, créa des cristaux délicats et élégants, tandis que les cristaux formés par l'eau exposée à l'étude en mi, numéro 3 de Chopin, nous étonnèrent par la finesse de leurs gracieux détails.
Toute la musique classique à laquelle nous avons exposé l'eau aboutit à des cristaux bien formés, aux caractéristiques nettement délimitées. Par contre, l'eau exposée aux vibrations violentes de la musique du genre heavy metal, donna au mieux des cristaux déformés et décomposés. Mais notre expérimentation n'en resta pas là. Nous eûmes ensuite l'idée de voir ce qui se passerait en écrivant des mots ou des expressions telles que merci ou espèce d'idiot sur une feuille de papier et en enveloppant la bouteille d'eau dans ce papier, le mot contre la bouteille. A priori, il ne semblait pas logique d'imaginer que l'eau se mette à lire ce que l'on écrivait, à en saisir la signification et à se transformer en conséquence. Cependant, j'avais appris par les essais avec la musique que bien des choses étranges peuvent se produire. Nous nous sentions comme si nous étions des explorateurs sur le point de traverser une jungle inconnue et sans carte. Les résultats ne nous ont pas déçus. L'eau exposée au mot merci présenta de merveilleux cristaux, d'une forme hexagonale bien dessinée, tandis que l'eau contre laquelle avait été appliqué le mot idiot produisit des cristaux ressemblant à ceux qui avaient résulté de la musique heavy metal, aussi déformés et fractionnés. D'autres expériences supplémentaires démontrèrent que l'eau exposée à des suggestions positives telles que « allons, on s'y met » crée de beaux cristaux bien formés, tandis qu'avec de l'eau exposée à des expressions négatives comme par exemple celle intimant l'ordre « fais ça », pratiquement aucun cristal ne se formait. La leçon à tirer de cette expérience relève du pouvoir des mots. La vibration de mots positifs a un effet bénéfique sur notre monde, alors que celle des mots négatifs a un pouvoir de destruction. Développer notre connaissance de l'eau est comme une exploration en vue de découvrir le fonctionnement du cosmos, et les cristaux révélés par l'eau sont comme un portail ouvrant sur une autre dimension. Poursuivant nos expériences en continuant à prendre des photos de cristaux d'eau gelée, nous réalisions que nous nous apprêtions à grimper une à une les marches en direction d'une approche des plus profondes vérités du cosmos. Je me souviens particulièrement d'une certaine photo. C'était le cristal le plus merveilleux et le plus délicat que j'avais jamais vu jusque-là, résultant de l'exposition de l'eau aux mots amour et gratitude. On aurait dit que l'eau s'était réjouie et avait célébré ces mots en créant un bouton de fleurs en train d'éclore. Ce cristal était si extraordinaire que je peux dire que ma vie en a été depuis lors réellement bouleversée. L'eau m'a dévoilé la délicatesse de l'âme humaine et le retentissement que l'amour et la gratitude peuvent avoir sur le monde. Au Japon, il est dit que les mots de l'âme résident à l'intérieur d'un esprit appelé Kotodama ou esprit des mots, et que l'acte de prononcer ces mots a le pouvoir de changer le monde. Nous connaissons tous la profonde influence qu'ont les mots sur notre façon de penser et de ressentir, et nous savons que les choses se passent en général plus harmonieusement en employant des mots positifs, mais nous n'avons pas encore jusqu'ici été capables de voir physiquement l'effet de ces mots positifs. Les mots sont une expression de l'âme. Il est tout à fait vraisemblable de penser que l'impact de notre âme sur l'eau, qui compose plus de 70% de notre corps, puisse être prodigieux, et que cet impact doive affecter nos corps d'une façon qui est loin d'être anodine. Les gens en bonne santé ont en général un bon esprit. Il est clair qu'un esprit sain réside plus confortablement dans un corps sain. Outre le désir d'aider le maximum de gens à rester ou à devenir en bonne santé, j'ai concrètement travaillé pendant des années à soigner les malades. Et plus j'assistais à la détresse des gens, plus je devenais convaincue que la maladie n'est pas seulement un problème individuel, mais qu'elle est aussi le résultat de la déformation de la société tout entière. Tant qu'on ne fera pas quelque chose envers ce monde altéré dans lequel nous vivons, et à moins de pouvoir panser les blessures de l'âme, le nombre de personnes souffrant de désordres physiques n'ira pas en diminuant. Quels sont donc ces aspects difformes du monde ? Ce sont les déformations de l'âme, et elles ont un impact sur le cosmos lui-même. Tout comme une simple goutte tombant dans un bassin fait une ride qui se propage indéfiniment,
La difformité d'une seule et unique âme se propage à travers le monde entier, aboutissant à une altération généralisée. Mais tout n'est pas perdu. L'espoir existe. Le salut existe. Et il s'appelle amour et gratitude. La terre est à la recherche. Elle désire être magnifique. Elle désire être la plus belle qu'elle peut. J'ai énoncé plus haut que nous pouvions définir l'humain comme étant de l'eau. Je suis quasiment certain que l'eau à l'intérieur des personnes qui contemplent les photos de ces cristaux entreprend quelques changements sous une forme ou une autre. Et j'ai trouvé le plus beau de tous les cristaux, celui qui est créé par l'amour et la gratitude. Cela correspond en principe au fondement de toutes les religions du globe. Et si telle est la vérité, il ne devrait y avoir nul besoin d'instituer des lois. Vous connaissez désormais la réponse. Amour et gratitude sont les termes destinés à servir de guide au monde entier. L'eau nous enseigne très clairement comment nous devons mener nos existences. L'histoire de l'eau émerge de chaque cellule individuelle pour aller se colporter dans l'univers entier. Je vous souhaite de ressentir le même élan et la même émotion que ceux que j'ai éprouvés en regardant ce merveilleux spectacle se dévoiler progressivement sous mes yeux.